in this roller coaster ride. Parcs et Loisirs Magazine, c'est le premier magazine en France sur l'actualité et les coulisses des parcs d'attractions et de loisirs, qui représentent 60 millions de visiteurs rien que dans l'Hexagone, ce qui est beaucoup. Il n'y avait pas de support papier où on peut à la fois regarder les bons plans, mettre en valeur tout ce qui se passe dans l'univers des parcs, parce qu'on a voulu à la fois faire des interviews de gens qui ont les mains dans le cambouis, que ce soit des concept designers, des responsables merchandising, que des grands patrons de parcs qui nous exposent leur stratégie. Donc on s'adresse non seulement au grand public, aux familles, aux passionnés de parcs et aux communautés qui sont très engagés, et par extension aux professionnels, puisqu'on parle à la fois des parcs à thème, des parcs animaliers, on parle des parcs aquatiques avec les toboggans, les escape games, des acrobranches, donc c'est vraiment très global, et tant mieux. Le choix du papier, ça permet de finalement crédibiliser mon arrivée sur le secteur. Si j'avais lancé une chaîne YouTube, comme il en existe beaucoup, ou un compte Instagram, la crédibilité, elle aurait été plus longue à se mettre en place, même si je suis un peu connu, même si les gens voient qui je suis. Mais ça permet d'accélérer le processus et surtout d'être disponible partout en France. Donc, vous soyez à Tours, à Nice ou dans les relais de Marseille ou dans les aéroports de Charles de Gaulle, vous pouvez accéder à ce magazine pendant 3 mois, puisqu'il s'agit d'un trimestriel de 100 pages. On a choisi cette saisonnalité à la fois pour être raccord avec la saison d'été, la saison d'automne, Halloween, la saison de Noël avec les offres, parce qu'il y a de plus en plus de parcs qui ouvrent pendant cette période-là, et enfin les offres de printemps avec les réouvertures de parcs. Ce qui est sûr, c'est que ça fait 13 ans que je suis dans la presse écrite. Je travaille toujours pour des titres comme Média Plus, Téléstar, Télépoche, Télémag. Donc je sais écrire et je passe ma vie à écrire des interviews et à écrire des articles. Donc il a fallu simplement mettre cette casquette, mais en créer une autre parce qu'il faut création d'une société. Il faut mettre en relation avec l'imprimerie, choisir le papier, choisir une agence qui va m'implanter le magazine, faire appel aux distributeurs. Voilà. Et c'est en fait plein de petits maillons qu'il faut mettre ensemble pour finalement créer une chaîne qui puisse être la plus fluide possible. Donc ouais, c'est assez chaud à gérer. Tu gères un budget, tu démarches des gens pour qu'ils fassent de la pub, parce qu'aujourd'hui le business model d'un magazine, c'est à la fois les ventes au numéro, les abonnements annuels, plus les pubs à l'intérieur qui viennent, et c'est mon objectif, couvrir la fabrication du magazine, parce qu'aujourd'hui, il y a une inflation du papier, il y a une pénurie de papier, et ça a pris énormément de poids là-dessus, donc il faut vraiment jauger au mieux sa distribution. C'est assez stratégique, ouais, et donc audacieux. On a un tirage de 50 000 exemplaires, on a été en rupture de stock dans plus de 600 points de vente en France, donc on est extrêmement content de l'accueil à la fois du grand public, à la fois des médias, parce qu'il y a eu pas mal d'échos. Là c'est cool parce que c'est un peu l'univers dans lequel je travaille, et surtout des professionnels, donc je suis hyper content, et comme ça a assez bien marché, donc il y aura le numéro 2 et le numéro 3 et le numéro 4, et on espère une longue vie au magazine. Mais en fait c'est un travail de tous les jours, parce qu'on a le savoir-faire, on sait créer un magazine, même si c'est mon premier, donc c'est perfectible, il y a des choses toujours à améliorer à chaque fois, c'est un prototype à chaque fois, mais on est dans une bonne dynamique quand même. Pas forcément, parce que évidemment il faut faire ce qu'on appelle un benchmark dans le marketing. En gros, tu vois un peu ce qu'il y a, ce qui existe, et pour tout te dire, je suis une brêle en anglais, donc oui, je vois ce qui se crée, je voyais un petit peu les couvertures, c'est à la fois entre le professionnel et l'amateur, je trouvais, mais il y avait rien qui puisse finalement me dire waouh, j'ai un beau magazine que je veux collectionner, que je veux garder. Et pour tout vous dire, on s'inspire de tout, que ce soit des magazines féminins, des magazines de sciences, des magazines plus jeunesse, des magazines plus stratégiques. Donc, et puis après, j'ai donné surtout carte blanche à mon directeur artistique, à savoir le maquettiste, en lui disant
vas-y, je te laisse créer quelque chose sur mesure et on est plutôt content du résultat. Oui, bah déjà le lien très intime il se crée comme un grand nombre de visiteurs dans les parcs lorsque tu les visites pour la première fois. Pour ma part, ça a été Frépertus City dans les Vosges, un parc à thème dans l'univers un peu western, super parc, je vous le conseille. Il y a eu Disneyland en 93 pour ma part, une révolution en termes de sensations, c'était vraiment incroyable pour moi. Avec mes frères aussi, on est hyper fans. Et surtout, pendant ma jeunesse, on a beaucoup déménagé du fait du travail de mon papa qui travaille dans la banque. Et en fait, à chaque endroit où on a été, on a découvert de nouveaux parcs. Dans les Vosges, c'était Frépertus City, Europa Park. Dans la Marne, c'était Nigloland, qui est situé à côté de Troyes. Il y a eu ensuite Disneyland, parce qu'on était juste à côté dans la Marne. Donc en fait, on y allait quasiment tous les dimanches à 11h, parce qu'on a gagné des passeports annuels pour Disneyland. Donc des fois, on y allait juste pour une ou deux attractions, manger au restaurant et on revenait le soir. C'était juste magique et je pense que de là est née quand même cette passion des parcs. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais quand même bien faire partie de cette magie. Et donc j'ai candidaté pour travailler en tant que saisonnier à Disneyland Paris en 2007-2008. C'est vrai que sur le Marineland notamment, tous ces parcs qui mettent en avant les animaux dans le cadre de spectacles, c'est pas trop notre cam entre guillemets. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en valeur des parcs animaliers qui ont un sens éthique, écologique, parce que la conscience animale, elle est là. Il y a une grande ouverture d'esprit sur les gens. Moi, je préfère mettre en avant un parc qui s'appelle par exemple un parc Le Refuge, ça va être le cas, le zoo Le Refuge, ou qui récupère des animaux abandonnés, maltraités, et tout l'argent généré par le zoo vont dans les soins des vétérinaires pour les animaux et créer des lieux où ils puissent à la fois revivre et avoir une nouvelle chance. Donc je suis plutôt sur cet axe-là. Les zoos, ce que font les zoos aujourd'hui en tant que protection animale, pédagogique vis-à-vis du grand public et notamment des enfants. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de bouger et dans le bon sens, et tant mieux. Carrément. Aujourd'hui, les loisirs, c'est les loisirs dans les centres commerciaux qui créent des espaces intérieurs thématisés autour de l'essence. Je trouve la boutique Stranger Things sur les Champs-Élysées à Paris. Et évidemment que ça fait partie de cette nouvelle logique de consommation et de loisirs. On se dit, on crée des univers immersifs pour mieux vendre, évidemment, parce que derrière, il y a toujours un intérêt consumériste. Mais avec ce petit côté artistique, ce petit côté où je me coupe de mon quotidien pour vivre une expérience à part entière, y compris en matière de shopping. Dans le numéro 2 du magazine, on fait le top escape game de France sur les plus grandes villes de l'Hexagone, sur la base d'une collaboration avec un site qui s'appelle escapegame.fr, où là ils ont des spécialistes et qui testent tous les escape games qui existent aujourd'hui sur le territoire. Et ils ont fait un classement et puis ils nous partagent ce classement. Donc voilà, on met en valeur tout ça. Bonne question. Alors j'aurais envie de vous dire touche pas à mon poste parce que évidemment j'ai un peu un pied dedans. Mais ce serait, je pense, un interville. Parce qu'aujourd'hui, il y a des interviews qui se créent avec les parcours un peu du combattant. Des Masked Singers, ça peut être très drôle parce que s'il y a de l'enquête, donc le public joue. Ça serait peut-être également à Fort Boyard. Franchement, Fort Boyard en lui-même est un parc d'attractions pour adultes. J'ai eu la chance de le faire 2 fois et je peux vous dire que la qualité du décor et l'ambiance qui y règne est juste incroyable. Et un petit dernier, moi ce serait Ninja Warrior parce que voilà, on est typiquement dans ce jeu de dépassement de soi avec des jolies couleurs et puis la possibilité de gagner à la fin quelque chose.
Si ce n'est pas de l'argent, peut-être des entrées pour un parc. Ça reste Disneyland pour la qualité de son décor et ce à quoi on reconnaît les vrais fans, c'est que on peut juste se balader, boire un café sur Main Street, faire une attraction, repartir. Voilà, moi je suis déjà dans l'ambiance et je suis très bien, et surtout ce qui est plus en plus kiffant pour moi, c'est de voir la tête des gamins, voir leurs personnages. Je trouve hyper émouvant de voir les familles en joie, même si ça devient, selon moi, quand même une destination de luxe qui est extrêmement chère. Je me suis repris un passeport annuel pour mon anniversaire. Je dis, oh, c'est cool. Bon, je vais peut-être dépenser 200 balles, et quand je vois le passeport annuel intégral à plus de 500 €, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, bon, écoute, on va voir s'il y a les bonnes options et si je suis considéré comme un VIP premium. En fait, il y a quand même beaucoup de services qui partent au fur et à mesure, mais ça reste quand même une destination de rêve. Moi qui m'a fait rêver en 1993-92 pour l'ouverture du parc, mais il y a plein de jolis parcs aujourd'hui en France qui, comme le parc Astérix, qui montent en gamme, en puissance, en résortisation. Donc, de plus en plus, ça touche. J'en ai pas fait énormément pour l'instant, mais Europa Park est dans le top 1, Universal Port Aventura pardon, en numéro 2. Et on nous conseille Phantasialand énormément. J'ai très bien envie aussi de tester le Dark Ride de Jumanji à Gardaland en Italie. Et une envie folle de découvrir tous les resorts de Floride à Orlando, que ce soit Universal Studios, Island of Adventure, et notamment le land aussi Harry Potter, hein, dont tout le monde parle avec gourmandise. Moins d'émissions, parce que j'ai un magazine. Donc j'ai moins de temps, surtout que sur cette émission je faisais tout, même si j'ai quelqu'un une rédactrice qui m'aidait sur la constitution, caler les invités, on faisait l'émission, on créait les jingles, vidéos, je faisais tout, le montage ensuite, parce qu'on a fait une grande partie des émissions en direct qui est super, mais en fait si tu voulais un truc un peu quali, comme Ardisson le fait, c'est très bien, il faut faire des points de montage, donc je faisais tout et je livrais tout, et ça me prenait évidemment un temps incroyable. Donc maintenant, dès lors que j'ai un invité un peu cool, je le fais, j'enregistre, mais aujourd'hui je me concentre sur les activités essentiellement presse, télévision, et c'est déjà pas mal. Et scène, avec Disney Concert. In this roller coaster. Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout les médias. C'est pour ça que je suis moins dans TPMP et je suis plus sur le pré-access de Touche pas à mon poste. À 18h10 en direct, je fais une dizaine d'émissions par mois. Ça va être la même chose sur la saison qui arrive. Donc c'est plutôt très cool. Et moi, ce qui me permet aussi de me libérer un peu de temps pour développer toutes mes autres activités, que ce soit ma casquette d'animateur avec les émissions de magie, que ce soit avec le magazine, parce que le magazine ne sera pas juste qu'un magazine, hein. Ça, c'est la première brique du développement de la marque. Après, il y aura la partie émission, la partie digitale, la partie plateforme. Il y a les tournées, il y a mon activité quotidienne en presse écrite qui me prend beaucoup de temps parce que je vais voir les patrons de chaînes de télé. Parce que mon métier, c'est d'interviewer les patrons de programmes, directeurs artistiques, producteurs de séries télé françaises, internationales, divertissement. Et c'est vraiment le cœur de mon métier. La télévision, c'est génial. Et en tout cas, ce qui est sur l'univers Touche pas mon poche à H2O, c'est ma 6e saison. Et je trouve que TPMP a pris le bon virage parce qu'ils n'ont jamais fait autant d'audience. Mais j'adore les médias. Donc, pour tout vous dire, il faut savoir s'adapter avec son temps. Et ils l'ont bien fait. En fait, TPMP, c'est comme une partition de musique avec des choses plus légères sur le début et puis après, ça monte un petit peu en tension et puis ça devient l'émission que c'est une émission qui reste quand même très très regardée avec, je crois, une nouvelle génération aussi de téléspectateurs. Parce que les téléspectateurs de 2017 qui étaient là quand je suis arrivé ne sont plus forcément les mêmes, même s'il y a quand même toujours la base, mais il y a un vrai renouvellement des téléspectateurs avec une nouvelle génération qui regarde. Totalement, ça fait partie des projets en gestation, du fait d'avoir un accès privilégié vis-à-vis des parcs à thème et des professionnels du secteur.
notre objectif à travers la marque Parcs et Loisirs Magazine, c'est donc de bien installer le magazine version papier sur la première année. Deuxième année, développer tout ce qui est partie digitale avec des flux mis en ligne quasi quotidiennement. Et ensuite, digital dans le sens de création de originals, courts, longs, avec différents formats, toujours liés à cet univers des parcs. Oui, c'était mieux avant. J'ai envie de dire que les télé, c'est quand même mieux avant parce que moi, j'ai été plongé, bercé par les émissions de Jean-Pierre Foucault. On parlait regardez, l'été, quand tu étais gamin, quand tu regardais la télévision. Le matin, tu avais les séries jeunesse fiction sur France 2. Le lundi, tu avais la carte au trésor. Le mardi, tu avais Jeux sans frontières. Le mercredi, tu avais Interville. Quelle offre incroyable pour les gamins à l'époque. Et puis le Club Dorothée, évidemment, qui partait en vacances partout en France et dans le monde entier. Donc évidemment, moi, ce qui m'a donné envie de faire de la télévision, ce sont les émissions qui m'ont fait rêver étant enfant. L'objectif aujourd'hui est de se dire comment je fais pour recréer un intérêt sur la télévision dite traditionnelle, parce qu'en fait la télévision, elle va très bien, hein. Tout ce qui est, on n'a jamais eu autant de contenu sur les plateformes, et ceux qui produisent des contenus sur ces Netflix, Disney+, et Amazon Prime, c'est les producteurs qui produisent Masked Singer, The Voice, ou encore Starac. Donc autant vous dire que la télé est un éternel recommencement. La Academy revient, Masterchef revient sur France 2. En fait, il faut juste arrêter les choses au bon moment, les faire revenir, parce qu'en fait, les hit formats, on en a un à peu près tous les 10 ans. En matière de jeu, en matière de divertissement. En jeu, par exemple, il y a eu dans les années 2000 qui veut gagner des millions. Ensuite, il y a eu Money Drop. Ensuite, là, le dernier en date, c'est Masked Singer, mais il a déjà quand même 4-5 ans. The Voice a largement dépassé ses 10 ans. Donc en fait, on est sur des marques qui ont déjà plus d'une décennie de danse avec les stars. Même si le casting est sans cesse renouvelé, même si les règles parfois apportent leur lot de surprises, ils sont obligés d'être en constant renouvellement, et c'est pour ça aussi que TPMP fonctionne, parce que TPMP a gardé la substantifique moelle de la télévision, à savoir le direct. Et je trouve que moi, ce qui m'intéresse sur la télévision, c'est toutes les émissions en direct, où il peut se passer des choses. Et je suis très triste lorsque TF1 a supprimé la notion en direct, et avec leur time delay de 4-5 minutes. Même si tu sais que c'est à peu près en direct, psychologiquement, ça a un impact quand il y a marqué en direct. Mais moi, je regarde. C'est comme un match de foot, ça n'a aucun intérêt de regarder un match de foot en replay, on est d'accord. C'est pareil pour les émissions de divertissement. J'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que je trouve que c'est une marque forte. Ils ont eu l'intelligence de garder le château de la Starac. Je pense également qu'ils vont bien renouveler le corps professoral. Ce qui va se jouer maintenant, c'est le casting. Il faut que ce soit un casting qui soit différent de Voice Kids et qui soit en capacité à nous faire rêver. C'est très clairement Interville. Version époque Jean-Pierre Foucault, Nathalie Simon, Olivier Chiabodo, que ce soit Julien Courbet ou encore Fabrice. Meilleure époque qui soit, c'était du direct. C'était en années 90. Et je pense qu'on y reviendra. Et franchement, s'il y a une émission à co-animer, ce serait certainement celle-là. Interville. Ce serait, je pense, des programmes du type un peu série réalisée, parce que autant j'ai adoré les premières saisons des Anges, c'était assez nouveau, ça cassait avec ce qu'on avait l'habitude de voir en matière d'émissions, d'enfermement. Là, je trouve que je ne les reconnais plus. Enfin, les gars, ils se ressemblent tous, sont tous bodybuildés. Les filles, j'ai l'impression que ça ressemble toutes en fait. En fait, je vois plus vraiment de différence et je n'ai plus aucun intérêt parce que je ne suis plus leurs histoires. Je pense que si tu as raté une saison, tu ne comprends plus qui est qui a couché avec qui s'est clashé avec qui. Ouais.
Il y en a eu deux. La première a bien fonctionné à 750 000 téléspectateurs. La deuxième a eu fait des scores honorables à peu près 500 000, mais sauf qu'on a été programmé en phase de diversion d'Arthur, qui a des moyens exceptionnels. Émission en direct avec des moyens plus mesurés, disons. Et donc voilà, et vous savez, une histoire de concurrence, la télévision c'est ça, il faut que ça fasse du score, il faut que ça fasse du chiffre. C'est pas interdit que ça revienne un jour parce que je trouve que le concept était hyper intéressant, très fun. Mais pour l'instant, les Mandarines d'Or fonctionnent bien. Ça va être ma 5e ou ma 6e saison. Il y a des saisons où on fait 1 200 000 téléspectateurs. C'est un joli prime sur C8 qu'on enregistre précédemment au Casino de Paris et cette année au Folies Bergère. Parce que c'est important de changer un peu d'univers. Et surtout, ils viennent des États-Unis, d'Autriche, du Portugal, vraiment de n'importe où pour finalement émerveiller les gens. Et on a tellement besoin d'émerveillement. Franchement, c'est capital. Oui, c'est vrai. J'adorerais sortir ma collection de magie. Sauf que alors, je fais de la magie. Je suis pas un excellent magicien, mais je connais quelques trucs, des empalmages, des apparitions, des disparitions. Et en fait, la magie, ça s'apprend. Et la magie, c'est 50% de comédie. Le reste, c'est la manipulation. Donc, évidemment, je ne suis pas convaincu de mettre une guillotine à bras dans le premier numéro, mais plutôt, je ne sais pas, c'est l'histoire, tu pourrais, je sais pas, acheter un œuf et le faire disparaître et le faire réapparaître. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Vous voyez, là, il y a un stylo, tac, tac. Et tu le fais disparaître, en fait, il est juste là. En fait, c'est des effets flash qu'on peut apprendre de manière assez facile à toute cette nouvelle génération. Puis tu restes une carte, tu prends une carte, et hop, tu la fais disparaître, tu la fais remettre. C'est plein de petites choses qu'on peut apprendre parce que la magie, ça aide énormément de personnes. De temps en temps, je vais dans les hôpitaux pour faire des tours de magie à des enfants malades avec l'association Magie à l'hôpital. Ça fait quelques mois que je n'y suis pas allé, mais en fait, on se rend compte que waouh, ça développe les mouvements, la manière de parler, la synchronisation entre tout ça. C'est génial la magie en fait. Le projet, il est suspendu pour une raison très simple, le budget. Il est écrit, avec Alex, on a écrit un super truc, vraiment génial. Ouais, on l'a déposé, SACD, droit d'auteur, on a protégé le truc, il n'y a pas de problème. Sauf que pour un spectacle de magie, il faut un minimum de 100 000 € pour préparer les effets, les décors, les ingénieurs qui travaillent dessus, si tu veux un peu de graphisme. C'est très très cher en fait. La location de la salle, il faut 100 000 balles. Sauf qu'on est en sortie de Covid et aujourd'hui les producteurs de théâtre, ils se concentrent sur soit les pièces qui fonctionnent déjà, soit des grosses têtes d'affiche et des seules en scène qui coûtent que dalle. Franchement, le plus rentable, ce sont les seules en scène, les one-man show. T'as un gars, t'as un projo, t'as un ingénieur de son derrière, et voilà, là t'as de l'argent qui rentre sans souci. À partir du moment où t'as un peu de matériel, des assistants, de la lumière, parce que la magie c'est aussi beaucoup jouer sur la lumière, ça coûte un peu cher. Donc le projet se fera. Quand? Je ne sais pas, mais il se fera, c'est sûr. We go up and down, we go up and down on this roller coaster. Disney Concert, c'est un super show avec 80 musiciens sur scène, 6 chanteuses et chanteurs parmi lesquels des voix de Vaiana, la Reine des Neiges, Cerise Calixte, Charlotte Hervieux. C'est une 50aine de titres Disney, à la fois en medley, à la fois en mode intégral, de la Petite Sirène au Roi Lion, de la Reine des Neiges à Hercule, voilà. Et j'ai la chance de présenter ce spectacle. D'ailleurs, ce qui est drôle, sur mon contrat, il n'y a pas marqué animateur, mais il y a marqué narrateur. C'est ça la magie Disney aussi. On narre une histoire, on raconte quelque chose, on essaye d'attraper finalement la personne qui est au bout du gradin parmi les 7000 personnes. C'est incroyable, tu as une énergie d'enfer. Il n'y a pas un seul spectacle sur la saison 1 où on n'a pas eu de standing ovation.
Elle est très naturelle et les gens sont vraiment très contents. Et surtout, il n'y a pas que des aficionados de Disney, il n'y a pas que des gamins de 7 ans. Il y a la famille, c'est transgénérationnel, des quarantenaires, des cinquantenaires, des plus âgés aussi. Donc c'est un super spectacle et surtout l'orchestre. La puissance émotionnelle lorsque vous avez un orchestre symphonique, waouh! Tu es transcendé. Je faisais pas le malin lors des répétitions avec mes petites fiches. Je dis oh putain, de me lancer comme ça, parce qu'il n'y a pas de prompteur. Hein. C'est un texte, on l'a bien écrit, il faut le porter, toi. Et c'est un honneur pour moi de bosser pour ce spectacle. Roller coaster ride. We fall back sometimes, we fall back sometimes. Producteur de spectacle, d'artistes, ce sera un peu plus tard. Ouais. J'aime mettre en valeur tous les artistes. Généralement, les artistes ont les soucis pour parfois pour des raisons financières. Par exemple, tu as besoin d'un studio pour développer des chansons, c'est un peu compliqué. Tu veux être un artiste de cirque, tu dois acheter un trapèze, ça coûte un peu cher, une guitare. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de suivre des artistes, de les aider financièrement et de les accompagner jusqu'à l'aboutissement d'un projet et ensuite les voir s'éclore. Voilà. Mais ça viendra plus tard. Danse avec les stars, absolument. Je vais dire Splash le grand plongeon parce que je crois que le grand Splash a terriblement besoin de nouvelles thématisations. Europa Park, sans hésiter. Libéré, délivré bien sûr. Et d'ailleurs, dans Disney en concert, quand j'ai dit aux gens on va voyager du côté du royaume d'Arendelle, à chaque fois, t'as des gens qui font waouh, c'est incroyable l'impact de la Reine des Neiges. Montagne russe de Ferraryland, ouais, elles sont encore là, elles n'ont pas été annulées. Château de la Belle au Bois dormant, franchement, il est juste magnifique. C'est d'ailleurs l'un des plus photographiés sur Instagram. Carrefoura, je t'attends. Banquet gaulois, immédiatement. Parce que le burger, on aime bien dans les parcs, mais le banquet gaulois, très bons produits locaux. L'Opsalom de Panne. Touche pas à mon parc et loisirs magazine. Et par la même occasion, vice versa, les deux, je ne peux pas choisir parce que l'un apporte à l'autre et vice versa.